bonsoir. Avant de percer le mystère de la baronne Mathilde de Rothschild, je tiens à remercier Alfred Pachman, le président de la Fondation Bamberg, ainsi que Philippe Cross, le directeur, d'avoir pris le risque de mettre une femme à l'honneur grâce à cette exposition. Non pas ma personne, mais la baronne Henri de Rothschild. En effet, pour la 4e année consécutive, la Fondation poursuit son cycle d'exposition consacré à une collection et un collectionneur. Et si les noms des collections précédentes n'étaient pas connus, contrairement à celui de Rothschild, qui l'est universellement, la baronne Henri de Rothschild est méconnue. Et la collection est difficile à nommer, contrairement aux collections précédentes, dont il était facile de dire qu'il s'agissait de majoliques, d'orfèvrerie ou d'une collection de dessins. Qu'est-ce que la collection de la baronne Henri de Rothschild? C'est une collection de vanité, une collection de têtes de mort, qui prend des formes extrêmement multiples et variées, et qui a été étudiée par moi-même depuis de nombreuses années, et plus particulièrement lors de cette exposition. Alors je vais tenter de dresser un portrait de la baronne Mathilde de Rothschild, que vous voyez à l'écran, 5 images très différentes, qui la montrent au milieu par un tableau de Jean Béraud, un tableau réalisé au moment de son mariage en 1895 avec le baron Henri. Vous la voyez mère de famille, en haut, à gauche, avec ses 3 enfants. Photo du début du siècle, après la naissance du dernier, Philippe, qui est assis sur ses genoux. Vous la voyez en infirmière, vous la voyez en cavalière, en chasseuse. Elle était très amateur de chasse à courre. Et vous la voyez enfin conductrice d'automobile. Donc une femme dont on voit déjà les multiples facettes et une personnalité qu'on devine très intéressante et très riche. Quand elle se marie en 1895, elle entre évidemment dans une famille dont le nom est synonyme de banque. Et est-ce que ça n'est pas déjà, dans ces 2 œuvres qui font partie de cette collection, une façon de comprendre un caractère humoristique, peut-être même sarcastique, lorsqu'elle achète un dessin qui représente la mort et le banquier, que vous voyez, dessin anciennement attribué à Le Prince et désormais attribué à Baudouin. Donc un très beau dessin du XVIIIe siècle aux 3 crayons, avec un squelette assez effrayant, vêtu d'une sorte de cape, et le banquier ou le financier devant qui a l'air assez effrayé et qui fait un geste de recul. De même, parmi ces collections, plusieurs épingles de cravate sont des caricatures du banquier, du capitaliste, tel qu'on le voit se développer dans les arts de la gravure et de la caricature à partir du XIXe siècle, le moment où le banquier est une figure majeure de la société en Europe, en France, en Angleterre et dans les pays de l'Europe occidentale. On va tâcher de développer tous ces différents aspects. La voici 2 ans après son mariage, en 1897, dans cette très belle photo qui est signée de sa main d'ailleurs, et datée, qui est une photo qui est au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et vous voyez à côté son mari, son jeune mari, qui est étudiant en médecine. Lui-même se démarque des métiers qui marquent la famille Rothschild, puisqu'il n'entre pas du tout dans la banque. Il décide de se consacrer à la médecine. On le voit ici à l'hôpital, peut-être était-il encore étudiant. Elle-même, avec la guerre, va être confrontée au métier d'infirmière, profession qu'elle va embrasser avec beaucoup d'énergie et de constance. Vous la voyez en uniforme, une ambulance sur la carte postale. Alors, je suis désolée, certaines des photos ne sont pas très nettes. L'ambulance porte le nom de ambulance Henri de Rothschild, puisque son mari avait toutes sortes de sociétés dans lesquelles il investissait, et en particulier des automobiles qu'il avait fait équiper en ambulance pour apporter au front, grâce à l'action de sa femme, des produits qu'il avait inventés contre les brûlures. Donc vous voyez, une action qui n'était pas sans rappeler celle de Marie Curie, conduisant les petites Curie au front pour acheminer les appareils pour la radiologie et la guérison des malades. Un hôpital qui est d'abord appelé hôpital Henri de Rothschild, et à la mort de sa femme, le baron Henri le fera reconstruire et le fera baptiser du nom de sa femme. Cet hôpital est situé à Paris dans le 18e. Une de ses activités favorites, la chasse, qu'elle pratique dans la propriété familiale des Vaux-de-Cernay, une superbe abbaye cistercienne que vous voyez en haut, un jour de chasse. C'est une abbaye qui est située en forêt de Rambouillet, au sud de Versailles et de Paris.
une abbaye qui avait été achetée par la grand-mère de son mari, la baronne Charlotte, en 1870, et qui était la résidence secondaire très appréciée de la famille. Elle chasse sur ses terres, mais elle est aussi très souvent l'hôte de la duchesse d'Uzès, dont on voit le château de Bonnel sur la carte postale du bas à droite. La duchesse d'Uzès, qui est son aînée de quelques années, et surtout une femme avec une forte personnalité qui partage avec elle le goût de la chasse. Donc vous voyez la duchesse d'Uzès en partie gauche, qui est très vite devenue veuve et a repris les fonctions de maître de louvéterie, c'est-à-dire qu'elle est responsable de la meute, elle est responsable de l'organisation de la chasse à courre. Des fonctions qui sont d'habitude tout à fait attribuées aux hommes, et c'est vraiment une première que de voir une femme se consacrer à ce genre d'activité. Même si la chasse, bien sûr, est partagée par les hommes et les femmes. La baronne de Rothschild, vous la voyez à cheval. C'est un article qui est paru dans la presse au moment de sa nécrologie. C'est un trait de son caractère, la chasse, qui est souvent souligné. On ne manquera pas de faire le parallèle avec la chasse aux objets que constitue le fait d'être collectionneur, bien entendu. Autre activité, après le cheval vapeur, la duchesse d'Uzès, dont elle a l'air effectivement très proche, d'entretenir des relations probablement amicales et être en communion de pensée. La duchesse d'Uzès, donc, va être parmi les premières femmes à passer son permis de conduire, de même que la baronne de Rothschild, et toutes les deux vont être à l'origine de la fondation de l'Automobile Club des femmes. Alors ça aussi, c'est une petite révolution dans le milieu qu'on appelait automobilistique de l'époque, qui était fortement masculin. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis renseignée sur l'Automobile Club des femmes lorsque j'ai découvert cet aspect de la vie de la baronne. Et à l'Automobile Club des hommes, enfin l'Automobile Club de la place de la Concorde, on m'a répondu qu'on ne savait pas du tout. Enfin, ils étaient très campés sur leur position de, en gros, il n'y a que nous qui sommes l'Automobile Club, donc les hommes. Une affiche que j'ai découverte au cours de cette étude que j'ai menée depuis exactement 1 an. Une affiche que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire le nom des personnes du comité de patronage en dessous du titre. Alors cette affiche est très très intéressante, nous allons nous y arrêter longuement. Le bon feu, illustré par un dessin de Jean-Louis Forain, un grand artiste du début du XXe siècle, qui montre des miséreux devant une cheminée désespérément vide, aucune bûche, rien. Il s'agit, dans cette association charitable, de procurer du charbon aux indigents. Vous voyez en partie basse des petits sacs de charbon avec des valeurs. Donc on invite les gens à donner de l'argent pour acheter du charbon en précisant que les noms des donateurs paraîtront 2 jours par semaine dans le Figaro. Et parmi les noms du comité de patronage, qui voit-on? Au centre, la baronne Henri de Rothschild. Alors déjà, ça nous apporte une information très intéressante sur une de ses activités. Mais ils sont associés 4 autres femmes. Alors on va s'arrêter sur ces 4 autres femmes. Voilà que le président est Pierre Wolf, dont j'ai mis une caricature sur le côté. Pierre Wolf est un auteur dramatique. Alors c'est intéressant de constater que Pierre Wolf est visiblement une relation du mari de la baronne, puisque le mari de la baronne, le baron Henri, est une personnalité sur laquelle on pourrait aussi bien sûr s'arrêter très très longuement. Outre sa profession de médecin, il est un polygraphe, c'est-à-dire qu'il écrit abondamment dans toutes sortes de domaines, à commencer par la médecine, qui est son métier, mais également comme auteur dramatique. Sous plusieurs pseudonymes, il écrit de très nombreuses pièces qui seront jouées avec succès pendant de nombreuses années, et il adore fréquenter le milieu du théâtre, les acteurs. Et Pierre Wolf avait déjà consacré avec lui un album qui était vendu aux États-Unis, un album de souvenirs, d'autographes liés aux acteurs qui étaient en vogue au moment de la guerre de 14, et cet album était vendu au profit d'une œuvre charitable. Donc à nouveau, Pierre Wolf est sollicité, fonde une association, et peut-être est-ce par son mari que la baronne y arrive. Qui rencontre-t-elle? Elle rencontre dans ce comité patronage la princesse Lucien Murat, que vous voyez en haut à gauche. La princesse Lucien Murat est née Marie de Rohan-Chabot. C'est une femme qu'on pourrait dire libérée également,
qui est très intéressée par la peinture, comme vous voyez, de toutes sortes, aussi bien très beaux portraits de Madame du Barry par Madame Vigée-Lebrun, que des aquarelles ou des pastels par Marie Laurencin. Elle va même ouvrir une galerie d'art dans les années 20. Donc une personnalité très intéressante, bien sûr par son mari, elle est dans l'héritage de Murat, le maréchal d'Empire, très intéressée par l'histoire. Elle va d'ailleurs consacrer plusieurs biographies à son illustre ancêtre. La marquise de Ganay, enfin, qui se trouve donc sur la photo devant le château, donc la marquise de Ganay et son mari, ainsi que sa sœur. Alors la marquise de Ganay est née Berthe de Béhague, et elle se marie avec le marquis Jean de Ganay. Et sa sœur Martine de Béhague se marie avec le comte de Béarn. Toutes les deux sont très actives aussi dans le milieu de la collection. La marquise de Ganay est particulièrement intéressée par les jardins, mais aussi par les collections. Et la comtesse de Béarn va très vite divorcer. Ce sera une très grande collectionneuse, un mécène des artistes de son temps, c'est-à-dire autour de 1900. Une femme tout à fait libre et indépendante qui va, sur son voilier, faire plusieurs fois le tour du monde, avoir une villa sur la Côte d'Azur et être une personnalité très active dans le milieu culturel et le milieu des musées. Une donatrice au musée des arts décoratifs qui a également, maintenant les œuvres sont déposées au musée d'Orsay, des artistes majeurs. Vous la voyez, la comtesse de Béarn, sur la petite vignette en bas à gauche. Ensuite, nous avons Madame François Carnot, dont malheureusement je n'arrive pas à trouver d'image et pour le moment pas d'informations, outre qu'il s'agit de l'épouse de François Carnot, fils du président Sadi Carnot, du président de la République, et qu'elle est femme du fils du président de la République, et elle est la fille d'un industriel de la matière première de parfumerie, puissant industriel de la ville de Grasse. Et il se trouve que François Carnot, nous aurons l'occasion d'en reparler, a été pendant plus de 50 ans président de l'Union centrale des arts décoratifs, dont dépend le musée des arts décoratifs, à qui la baronne a légué sa collection. Donc tout naturellement, je me dis qu'il a dû y entrer pour quelque chose la connaissance de Madame François Carnot lors de cette association du Bon Feu dans laquelle elle se retrouvait. Et enfin, Madame Pierre Goujon. Madame Pierre Goujon, elle est née Julie Reinach, c'est la fille de Joseph Reinach, l'avocat de l'affaire Dreyfus. Alors vous voyez Julie à côté de son mari, Pierre Goujon, qui est un député socialiste, avocat, très proche, il s'entendait très bien avec son beau-père, et malheureusement, il est mort à la guerre dans les premiers jours de la guerre de 14, il est mort le 25 août. Donc voilà ces 4 femmes qui sont réunies autour d'une même cause. Alors la baronne collectionne, mais outre sa nécrologie, ce qui peut paraître paradoxal, elle n'a pas, à ce jour, je n'ai pas trouvé d'informations de sa main qui pouvaient me permettre d'en savoir plus sur ses motivations, sur la façon de présenter ses œuvres, etc. Donc je vais vous lire la nécrologie qui paraît à sa mort en octobre 1926. Elle est morte durant l'été. Nécrologie est tirée du Cousin Ponce, qui est une revue qui s'intitule « Revue des collectionneurs, des amateurs d'arts et des curieux », parue donc en octobre 1926. Alors que la plupart des femmes s'amusent à réunir dans des vitrines des bijoux, des éventails, des nécessaires à ouvrages anciens, la baronne Henri, comme on l'appelait couramment, prenait plaisir à collectionner de minuscules têtes de mort en toute matière. Littéralement passionnée par la chasse de ces bibelots, elle avait réuni tout ce que l'art japonais a produit dans le genre le plus étonnant, et aussi le Moyen-Âge et la Renaissance. Tous les types de spécialités lugubres étaient représentés, depuis les extraordinaires netsuke en bois ou en ivoire, jusqu'aux breloques, amulettes, grains de chapelet porte-poison lilliputiens, en métal précieux ou émail ornés de pierreries. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi la dernière phrase. Les amis de la baronne connaissaient cette passion, les marchands aussi, et il n'était pas de petit crâne remarquable qui ne lui fût signalé ou envoyé. Alors ça, ce sont vraiment des données qui sont extrêmement intéressantes, parce que c'est tout à fait une preuve, bien sûr, outre le testament, bien sûr, qui est dans les archives du musée des arts décoratifs, et qui est la preuve aussi que c'est bien elle qui collectionnait et qui décide de donner ces objets. Là, on a un témoignage
si j'ose dire de son vivant, enfin juste après sa mort, d'un journaliste qui nous apprend qu'en fait, tout le monde le savait, en tout cas son milieu et les marchands. Vous voyez, ça c'est un étonnement et une description assez précise des objets. Alors en voilà un, donc ça c'est une très belle tête de mort sculptée en ivoire. Ils sont au nombre de 180, donc vous voyez, c'est tout de même quelque chose qui est déjà très important, et le dénominateur commun est la représentation du squelette ou de la tête de mort. Dans son testament, elle disait, c'est vraiment quelques lignes, « Je désire que ma collection de têtes de mort aille aux arts décoratifs, au Petit Palais ou à Carnavalet. Elle comprend des bibelots, gravures, tableaux, statues, objets d'art de toutes sortes, tant à la muette qu'à l'abbaye. » Alors nous allons revenir sur ces différents points. Tout d'abord, elle décide que ce soit dans un des 3 musées qu'elle cite. Et comme je vous disais précédemment, je pense que la décision finale, qui je suppose a été prise par les ayants droit au moment de sa mort de choisir l'un de ces musées, est sûrement liée au fait qu'elle connaissait Madame Carnot et qu'elle a pu être influencée. Elle a pu être influencée par aussi la comtesse de Béarn, qui a peut-être expliqué qu'elle-même allait donner au musée des arts décoratifs, qu'elle y était attachée. En tout cas, il est certain qu'il n'y a pas un objet relatif à sa collection qui soit ailleurs. Je me suis renseignée auprès du Petit Palais et du musée Carnavalet, ils n'ont pas du tout de traces. Donc vous voyez, ça c'est une affaire qui est entendue. Ensuite, elle nous explique que les objets sont à la muette ou à l'abbaye. Alors ça c'est un peu mystérieux pour vous pour le moment, mais tout d'abord on peut s'étonner qu'une collection thématique de 180 objets soit répartie dans 2 lieux. Alors je n'ai pas d'explication, je trouve ça assez curieux. Les 2 noms qui sont cités correspondent à ces 2 résidences. La Muette, c'est le château de la Muette, que je vais vous montrer dans un instant. Donc voilà quelques exemples de typologie d'objets. Et voici le château de la Muette. Donc c'est un pastiche Louis XIV qui a été construit au début des années 20 dans Paris, dans le 16e arrondissement, dans le jardin du Ranelagh, pour les personnes qui connaissent Paris. C'est une bâtisse que vous voyez extrêmement imposante, que le baron Henri décide de meubler de différentes manières, à la fois des boiseries d'époque Louis XV, mais également les appartements privés, en particulier les chambres à coucher. Vous en voyez un dessin tiré d'une collection particulière, sont confiés à Ruhlmann ou à des émules de Ruhlmann, donc à la pointe de la mode du moment. Donc, une partie des objets de la collection de la baronne se trouve dans son château parisien. Et l'autre partie se trouve à l'abbaye, que je vous ai montré tout à l'heure, avec la photo qui était le jour de chasse à l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Alors les objets, vous voyez, c'est des variétés absolument incroyables. Nous avons décidé, avec le scénographe de l'exposition, de faire en sorte que parmi ces objets, qui sont parfois en très grand nombre pour la même typologie, on ait une compréhension immédiate par la scénographie. Donc ici, nous avons une sorte de Golgotha géant, qui n'a pas 3 croix, mais plusieurs croix, qui nous fait comprendre, j'espère, de prime abord, qu'il s'agit de petites têtes qui se trouvent à la base des crucifix. Donc ce sont des fragments, ce sont des objets fragmentaires. Donc ça aussi, vous voyez, c'est amusant, ça veut dire que ce qui l'intéresse, c'est la représentation de la tête de mort. Même s'il n'y a plus de crucifix, ça n'est pas le problème. Autre typologie d'objets collectionnés en très grand nombre, les grains de chapelet. Il y en a également une vingtaine. Donc des grains de chapelet qui résultent du bris des chapelets, de leur fragilité, puisque un chapelet, comme vous le savez, est un instrument servant à compter les prières et à les dénombrer, et il est tripoté, pour les personnes les plus pieuses, des centaines, des milliers de fois dans une vie, évidemment. Donc il arrive fréquemment qu'il se casse, et les perles, ensuite, eh bien, sont récupérées par les brocanteurs, par les antiquaires, et vendus, puisque ce sont parfois de véritables petits morceaux de sculpture, des morceaux de bravoure. Mais vous constaterez également, par vous-même, qu'il y a des qualités très différentes dans les représentations. Mais du moment qu'il y avait une tête de mort, la baronne les collectionnait. Ici, il s'agit plutôt de petits objets qui sont soit des breloques, soit des objets de méditation qu'on pouvait porter avec soi ou avoir sur son bureau. Les matériaux sont extrêmement divers. Il y a aussi bien du corail, du jet, du bronze, du plastique, du cristal de roche.
Comment ça se passe à l'époque de la Baronne? Quel est l'environnement dans lequel elle évolue? Qui sont les collectionneurs de son époque? Quelles ont été peut-être les influences qui l'ont poussée à collectionner ce type d'objet? Alors voilà tout d'abord l'ambiance dans laquelle elle a passé bon nombre de ses journées, puisqu'il s'agit de l'intérieur de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Alors vous voyez, c'est une ambiance absolument extraordinaire, une abbaye cistercienne remeublée façon gothique. Par elle-même, puisque à la mort de la grand-mère de son mari, la baronne Charlotte, tout avait été revendu par son autre fils, le baron Arthur, et la baronne Henri s'était employée à remeubler à nouveau, se faisant aider par le conservateur du département du Moyen-Âge et des objets d'art et des meubles du musée du Louvre, pour avoir un ensemble extrêmement complet et vraiment qui reflète un goût terrible pour le Moyen-Âge. Le goût aussi du Moyen-Âge revu et corrigé par l'époque 1900. Parallèlement, alors bien entendu, j'ai examiné attentivement ces photos qui proviennent en particulier d'un livre qui a été conçu et voulu par le baron Henri de Rothschild lui-même. C'est un livre qui est certes paru après la mort de la baronne, mais ces photos étaient probablement prises de son vivant. En tout cas, pas de traces de tête de mort sur ces photographies. Mais vous imaginez à quel point ça pouvait s'harmoniser, ces ambiances, avec des objets qui d'ailleurs sont pour la plupart de la Renaissance. Voilà quelques autres ambiances, atmosphères de collection chez des collectionneurs parisiens au moment où la baronne, je suppose, collectionnait. Je n'ai pas de date à laquelle elle a pu collectionner. Vous voyez dans les documents que je vous ai lus, elle n'évoque pas du tout « j'ai commencé à collectionner en telle ou telle année ». Mais ça se passait probablement entre, disons, 1895 peut-être, date de son mariage, et sa mort en 1926. Alors qu'est-ce que nous avons comme genre d'image à l'écran? Eh bien des intérieurs qui relèvent beaucoup de l'art du Moyen-Âge, en particulier l'image qui se trouve en haut à droite, qui correspond à l'intérieur de chez Émile Gaillard, un banquier qui avait fait construire un petit château néo-Renaissance dans le 17e arrondissement à Paris, et qui d'ailleurs, à sa mort, les objets avaient été vendus, et une partie de ces objets, et de ces meubles surtout, ont été rachetés par la baronne pour meubler les Vaux-de-Cernay. À gauche, l'intérieur d'un des oncles de la baronne, donc c'est une atmosphère, donc le baron Adolphe, rue de Monceau, une atmosphère qui relève davantage de la Renaissance et presque déjà d'un musée. Vous voyez la présentation sous forme de vitrines, de tables avec des vitrines murales, etc. En dessous, nous avons à gauche l'intérieur de Émile Gavet, autre collectionneur parisien, qui est très versé dans la Renaissance et le XVIIe siècle, avec une très grande abondance d'objets. Et enfin, en bas à droite, Émile Sauvageot, notre collectionneur, un petit peu plus vieux que ceux qui sont à l'écran, qui est dans un intérieur extrêmement garni et rempli de toutes sortes d'objets. Alors cependant, en étudiant justement le contexte, en essayant de comprendre quel était le milieu culturel, le milieu des marchands, le milieu des musées et des collectionneurs autour de 1900, j'ai découvert, tout à fait fortuitement, une collection, la collection Maurice Le Barbier de Thinan, qui a été vendue en 1919. Et à la lecture du catalogue de vente, qui d'ailleurs était illustré, eh bien, je peux affirmer que 10 objets au moins qui sont dans la collection de la baronne Henri de Rothschild proviennent de cette collection. En particulier un fragment de boiserie qui était parmi les objets photographiés. Alors vous imaginez à quel point les photographies sont assez rares dans un catalogue de vente en 19, donc ça c'était vraiment formidable et cet objet est tellement singulier, je suis désolée, j'en avais pas de bonnes photos, mais je vous le montrerai en bas, que c'est évident que cet objet est le même, puisque c'est un fragment de boiserie et on reconnaît très bien les endroits de brisure et autres, donc il s'agit du même. Continuant cette lecture, eh bien, j'ai pu progressivement attribuer les objets à la collection de la baronne Henri de Rothschild, puisque certaines des dimensions correspondaient au millimètre près. Donc ça déjà, c'est une grande satisfaction, même s'il m'est impossible de savoir si elle a directement acheté à cette vente en 1919 ou s'il y a eu des intermédiaires. Ensuite, beaucoup plus récemment, lors de la préparation de cette exposition, j'ai découvert qu'un collectionneur, donc ce monsieur Le Barbier de Thinan,
était un collectionneur assez généraliste, même si, en gros, c'était du Moyen-Âge au XVIIe siècle. Alors qu'un autre collectionneur, plus ancien, Auguste Ducoing, originaire de Lyon, a mis en vente à sa mort sa collection en 1900, et c'était exclusivement une collection d'objets macabres, donc plusieurs centaines d'objets. Et à nouveau, examinant attentivement le catalogue de cette collection, eh bien, j'ai pu retrouver des objets dont la description correspondait parfaitement à ceux de la baronne. Mais de même que pour le barbier Tennant, je ne suis pas en mesure de savoir si elle les a achetés directement cette vente de 1900. D'autre part, dans la liste qu'elle a donnée, qui a été faite à sa mort de tous les objets qui sont donnés au Musée des Arts Décoratifs, eh bien, il y a 3 petites précisions. Une précision quant à un objet qui nous dit qu'il provient d'une vente de 1913 à Drouot, mais est-ce qu'elle l'a acheté à la vente ou est-ce que c'est juste une indication? Je ne sais pas. Un autre objet dont il est dit dans cette liste qu'elle l'a acheté, c'est une canne chez un marchand de cannes de la rue Montmartre à Paris. Et enfin, un troisième objet, la canne, non, 2 objets. Donc vous voyez, c'est tout de même sur 180, pas beaucoup de certitude. Alors nous allons passer en revue quelques-uns de ces objets et voir leur caractère à la fois singulier et thématique, puisque bien sûr il faut toujours chercher la tête de mort ou le squelette. Alors parmi ces objets, je vous ai évoqué les grains de chapelet, donc voilà un détail d'un chapelet dont tous les grains, y compris les tout petits, sont faits de tête de mort, et à côté des grains qui ont été désolidarisés et qui ont plusieurs visages. Donc celui du haut a 2 visages, il est tout à fait spectaculaire. D'un côté, une jeune fille coiffée à la manière de la Renaissance, et de l'autre côté, une tête de mort assez sinistre, avec des vers qui lui sortent de la bouche. Et en dessous, un autre grain de chapelet à 4 visages, une tête de mort et plusieurs visages du Christ ou de la Vierge. Une nature morte, dite memento mori dans l'acception la plus classique, donc une représentation de la fugacité de la vie, avec un crâne et différents symboles, comme la bougie éteinte, les bulles de savon, le tabac, le bouquet de fleurs en train de se faner et les pétales de tomber et de mourir. Une statuette d'un sculpteur allemand, Georg Pettel, donc ça c'est, je dis d'un sculpteur allemand, mais c'est une découverte que j'ai faite à l'occasion de l'exposition, donc ça c'est vraiment toujours très satisfaisant quand, à force de regarder des livres, des ouvrages sur les différents domaines, eh bien un jour, et ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver, en tout cas pas au moment où on le décide, eh bien on peut attribuer telle ou telle œuvre grâce à des rapprochements. Donc celle-ci, j'ai pu l'attribuer à Georg Pettel, qui est un sculpteur allemand du XVIIe siècle, et cette statuette, qui mesure même pas 25 cm de haut, date des environs de 1630. Il s'agit de la mort archée. Malheureusement, il a perdu un des bras. Vous voyez à quel point c'est un travail de sculpture extrêmement fin, elle est faite en buis, et s'il s'agit d'un décharné. Donc la peau est encore tendue sur les os, mais commence à partir en lambeaux. Un ornement qui pourrait, de prime abord, passer pour un ornement ecclésiastique, en fait, c'est un ornement pour une chasuble d'une confrérie de laïcs, les charitons, qui sont des personnes chargées d'organiser les funérailles. Donc c'est un très très beau morceau de tissu brodé de fils d'or et d'argent, avec, vous voyez, une tête de profil, une tête de face, des os croisés, et c'est des environs du XVIIe siècle et probablement espagnol. Et j'ai retrouvé il y a exactement 2 semaines, donc bien sûr c'était trop tard pour en faire des photographies et l'introduire dans le catalogue à titre de comparaison, tout un ensemble brodé d'une chasuble espagnole au musée de Saumur. Un vitrail. Alors ce vitrail, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, est une composition. Il y a au centre une tête qui peut être extraite d'une crucifixion, d'une mise en tombeau. Le vitrail a peut-être été brisé, la tête récupérée et ensuite introduite dans un motif circulaire en récupérant des morceaux de vitraux de branchage pour en faire un cercle. Mais c'est très difficile de dater si c'est du XVe siècle ou du XVIIe siècle. Ça peut être du XVIe siècle à cause de la couleur jaune et des motifs du branchage, mais on peut aussi imaginer qu'il a été recomposé au XIXe siècle. Ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Une toute petite image, donc à l'écran, vous paraît évidemment assez grande, mais c'est
pratiquement le format d'une carte de visite. Je ne savais rien de cet objet et grâce à des recherches, à des rencontres avec des collègues, avec des chercheurs, des conservateurs, des experts, eh bien, j'ai pu comprendre ce qu'était cette petite image. Alors à l'écran, vous aurez du mal peut-être à lire ce qui est écrit au-dessus de la couronne. Il est écrit Nemini Parco, ce qui signifie personne n'est épargné ou elle n'épargne personne. Donc vous voyez, c'est le programme. Le fond noir est décoré de larmes, donc symbole du deuil. Au premier plan, un tombeau ouvert, 2 crânes sur des os, et la couronne qui est au-dessus, jaune, est en fait composée de pensées. Donc une image extrêmement symbolique. Alors cette petite image, je vous dis de la taille d'une carte de visite, est un document tout à fait intéressant. Ça s'appelle un stambour. Un stambour, c'est en fait un petit carnet qu'on avait avec soi. C'est une mode qui est issue qui vient du XVIe siècle en Allemagne et qui a été très diffusée jusqu'au XIXe siècle. Il s'agissait, dans les milieux universitaires, les milieux lettrés, d'avoir avec soi un petit carnet qu'au fur et à mesure de ces rencontres, on confiait à ses amis ou à ses rencontres avec le soin de le remplir, de le garnir de poèmes, d'une maxime, d'une pensée ou d'un dessin. Donc celui-ci est particulièrement élaboré et vous voyez à quel point, même en signe d'amitié, eh bien, on pouvait s'échanger des petits dessins qui sont quand même avec une dimension religieuse ou métaphysique réelle. Mais enfin, c'était ce qu'on pourrait appeler un liber amicorum, donc un livre d'amitié, un livre des amis ou un carnet d'amitié. Et certains artistes renommés ont, à l'occasion de voyages, et alors qu'ils n'étaient pas connus, dessiné dans des petits carnets comme ça. Et donc, parfois, on trouve ce genre de vignettes qui sont en fait signées des mains d'artistes en devenir. Il y a des collectionneurs et des sites entiers et des collections entières à la Bibliothèque nationale ou en particulier à la Bibliothèque de Strasbourg. Bon, compréhensible puisque c'est frontalier avec l'Allemagne. Autre objet remarquable et singulier que je vous montre ici dans toutes ces étapes d'ouverture, et il va vraiment falloir que vous ouvriez l'œil parce qu'il est plus petit qu'une noix. Donc dans l'exposition, vous le guetterez, cette expo est également sous forme de chasse au trésor pour vous. Il s'agit d'une pomme de senteur. Alors une pomme de senteur, c'est un petit objet qui commence à se diffuser à partir du XVIe siècle, et le verbe diffuser que j'emploie est en fait tout à fait opportun, puisque c'est en fait une sorte de diffuseur de parfum individuel. Derrière les compartiments, vous voyez fleuris ou avec un décor qui montre Adam et Ève. Alors c'est la peinture sur les mailles à baver, donc c'est pas évident de comprendre qu'il s'agit de Adam et Ève, de l'arbre et du serpent entouré sur l'arbre, en partie droite. Est-ce que vous avez un peu la conscience de voir Adam et Ève et la pomme rouge au centre ? Donc vous voyez, c'est amusant parce qu'une tête de mort, et on l'ouvre, on a Adam et Ève. Adam et Ève, symbole du péché originel. Donc, peut-être s'agissait-il de ce porte-poison lilliputien dont la baronne nous parle, dont plutôt la nécrologie nous parle. Effectivement, cet objet en anglais est appelé crab's eye, et les crab's eye sont des baies qui ont des propriétés fébrifuges, mais aussi peuvent s'avérer des poisons mortels. Donc, porte-poison. Mais on peut aussi imaginer qu'on y mettait du parfum solide ou des clous de girofle ou des plantes qui permettaient, comme les flacons de parfum ou comme les flacons de sel du XIXe siècle, de se réconforter et de se prémunir contre les miasmes, en particulier de tout ce qui était lié à la peste et à l'air ambiant vicié. Donc c'est un objet remarquable qui est en or émaillé et les yeux sont en diamant. Des épingles de cravate, donc vous reconnaissez le banquier, et il y a également un pirate. J'ai à peu près respecté l'échelle. Donc le petit pirate a des yeux en cabochon de rubis et la pointe, l'extrémité des os est en diamant. Alors je ne sais pas si la baronne s'autorisait de porter ces bijoux qui sont des bijoux d'homme, peut-être lorsqu'elle chassait, puisque lorsqu'une femme chasse, elle a un costume qui est très emprunté au vestiaire masculin, en particulier la cravate dite ascotte. Donc elle pouvait très bien avoir mis ses cravates lorsqu'elle chassait, je ne sais pas. Voilà une autre épingle de cravate qui est très amusante. J'ai mis à côté une reproduction de La Nature, qui est une revue scientifique,
Et cette revue scientifique consacre un grand article à l'inventeur de cette épingle, que vous voyez représenté d'ailleurs à droite, n'est-ce pas, sur la gravure, ainsi qu'un petit lapin en train de jouer du tambour. Ce sont des objets électriques. C'est un brevet qui a été déposé par une sorte de géotrouve-tout, au nom tout à fait bien trouvé. Il s'appelle Gustave Trouvé. Et c'est un inventeur, comme il y en a tant au début du XXe siècle et au XIXe siècle, passionné par les progrès de la science, et en particulier l'électricité et la miniaturisation. Donc il a l'idée, il dépose des dizaines et des dizaines de brevets entre 1865 et 1870, et en 1867, il montre à l'exposition universelle toute une série de bijoux électriques. Alors il y a en particulier la tête de mort que vous voyez là. Derrière la tête, il y a un petit anneau sur lequel a été fixé un fil relié à une minuscule batterie miniature avec des piles Volta et une sorte d'interrupteur qui vous permettait de l'actionner, et cette tête de mort roulait des yeux en diamant et claquait des dents. Donc vous imaginez l'effet que ça pouvait procurer. Alors à nouveau, je ne sais pas si la baronne, qui décidément, vous voyez, a sûrement un caractère de plus en plus humoristique, potache et assez comique, est-ce qu'elle portait cette épingle? Je ne sais pas. Et le lapin, comme pour la publicité du petit lapin Duracell, vous savez qu'il ne s'arrête jamais de jouer du tambour, jouait du tambour. Bon, quant à l'oiseau au milieu, il était carrément illuminé, c'est-à-dire il était couvert de minuscules ampoules électriques. Et il y a dans cet article, on voit une actrice parée de bijoux et qui brillait de mille feux dans une soirée. Donc, vous imaginez l'effet que ça devait donner. Donc c'est des choses extrêmement amusantes. Et surtout pour moi, ça a été très intéressant de découvrir tout ça, alors que je pense que la baronne ne le savait pas. En tout cas, elle n'en a pas fait état, puisque dans la liste, il n'est pas précisé que cette épingle est électrique, qu'elle claque des dents, etc., etc. Bon, le système a disparu, mais vous voyez, c'est quelque chose qui était populaire, donc diffusé. Elle pouvait le savoir, mais je pense qu'elle n'était pas intéressée au sens d'une vraie collectionneuse, contrairement à M. Pratt, qui était là l'année dernière, qui, quand il achète un dessin, a envie de tout savoir sur le dessin, l'achète parce qu'il lui plaît, mais aussi parce que ça lui rappelle une peinture, etc., donc dans une démarche qualifiée de scientifique. Je pense que la baronne de Rothschild a eu un jour cette sorte de toquade pour la tête de mort, pour cette figure, pour le squelette, et elle a amassé avec beaucoup de fantaisie, mais probablement sans savoir qu'elle avait des petits trésors. Autre chose très amusante et insolite, cette tête que vous avez découverte sur l'affiche, sur le catalogue et sur tous les documents diffusés dans la presse, à nouveau, il va falloir que vous la guettiez bien dans l'exposition, parce qu'elle est pas très grande, c'est un peu grand comme un abricot, on va dire. Il s'agit d'un pommeau de canne, d'une canne à système. Alors j'ai reproduit la page d'un catalogue commercial d'un marchand de canne, je crois que vous la reconnaissez, n'est-ce pas, la deuxième à gauche. Donc c'est un pommeau qui a perdu la canne, mais ce qui nous intéresse, c'est que tout le mécanisme sous la tête est encore présent. Donc ce sont des petites tiges métalliques qui faisaient que lorsque vous posiez votre canne à terre, à mesure que vous marchiez, les yeux adoptaient l'une des trois positions et la langue sortait. Donc à nouveau, quelque chose de très ludique dans un esprit carabin. Et j'ai lu d'autres témoignages de ces époques qui montrent que certains étudiants avaient des cannes avec des têtes de mort. Donc, est-ce qu'elle a été influencée par, bien sûr, le fait que son mari soit médecin, par son métier d'infirmière, bien sûr, la Première Guerre mondiale, qu'il a éprouvé comme tous les gens qui l'ont vécu, même si elle n'a pas eu la douleur de perdre des enfants ou un membre de sa famille proche. Son fils aîné était au front, elle va fréquemment le voir, mais il en est revenu sain et sauf. Et il est possible, bien sûr, que la guerre ait une influence non négligeable sur cette passion. Donc voilà cette tête extrêmement amusante, dont il n'était pas noté qu'il s'agissait d'un pommeau mécanique dans les collections. Autre objet qui, selon moi, a trait à son goût prononcé pour la médecine, puisque outre cette profession d'infirmière qu'elle exerce, elle a traduit 2 ouvrages extrêmement savants d'un neurologue d'origine polonaise qui écrivait en allemand, des ouvrages de neurologie. Donc vous voyez, il fallait quand même être assez intéressé par la médecine, parce que même si elle était parfaitement bilingue, évidemment, les a traduits donc de l'allemand au français. C'était une entreprise ardue.
Alors qu'est-ce que c'est que cet objet? Il s'agit d'une boîte dite de crânologie. Et vous y voyez un crâne sous toutes les faces, donc 2 faces de profil et de dos, sur lequel sont inscrits des tout petits numéros. Je ne sais pas si vous arrivez à la discerner, ils sont en relief. Et au revers de cette boîte, c'est une tabatière, eh bien il y a une liste. Il y a une liste des dispositions. Cette boîte est le reflet d'une vogue absolument incroyable, d'une sorte de, certains diront, pseudo-science, qu'on connaît mieux sous le terme de phrénologie, mais le premier est la crânologie. Il s'agit d'étudier les bosses du crâne et selon des protubérances à tel ou tel endroit, comme on le voit sur cette liste et sur les dessins, eh bien, vous avez des dispositions à l'amour physique, à l'amour des autres, au dessin, aux mathématiques, à la mémoire des choses, à la mémoire des lieux ou au meurtre. Donc voilà, ce genre de boîte était extrêmement populaire. Cette théorie a été inventée et popularisée par un médecin allemand, le docteur Gall, G-A-2-L, qui avait, en tout cas lui, la bosse du commerce, hein, ça c'est certain. Donc d'ailleurs, ces expressions, vous savez, bosse des maths, bosse du commerce, vient de cette science. Il a donné des conférences dans toute l'Europe, après s'être fait chasser d'Autriche parce que le souverain autrichien a trouvé que c'était quand même légèrement blasphématoire ce genre de comportement, de penser qu'en fait l'homme était assez puissant et pouvait, par l'examen de son crâne, déterminer et être prédestiné, en tout cas voilà, à faire des choses comme ça. Donc il s'est fait chasser d'Europe, mais il ne s'est pas découragé pour autant. Il est venu à Paris, il a donné toutes sortes de conférences, notamment rue de Boulois, à 2 pas du Louvre, et probablement à l'issue des conférences, vendait-il lui-même des boîtes qu'il avait fabriquées. Donc vous voyez, c'était un petit vade-mecum, c'était commode, comme ça on pouvait s'exercer à la pratique de la phrénologie. La baronne a donné donc une boîte, une boîte fait partie du legs, mais il y en avait 3. Elle en avait 3. Bon, elle n'en a donné qu'une. Donc moi je me dis aussi, c'est quand même bizarre d'en avoir 3, des boîtes qui étaient probablement identiques. Est-ce qu'elle voulait en faire cadeau? Est-ce qu'elle en avait une à la muette, une à l'abbaye et une dans sa poche? Enfin, voilà, mystère. En tout cas, ce qui est amusant aussi, c'est de constater que la princesse Lucien Murat, vous vous rappelez, je vous en ai montré une image, qui était une de ses compagnes dans le comité de patronage du Bonfeu, lors d'une réception en 1916 avec Lloyd George, l'homme politique, eh bien, il s'amuse à des jeux de société. C'est Paul Morand qui raconte dans son journal d'ambassade, et il explique que la princesse Lucien Murat et Lloyd George s'amusent à se tâter le crâne. Donc, moi je me dis, la princesse Lucien Murat étant une proche de la baronne Rothschild, peut-être qu'ensemble aussi, elles jouaient à ce jeu de société. Vous voyez, un intérêt commun. Donc, est-ce que c'est parce que la princesse Lucien Murat aurait initié la baronne à la phrénologie qu'elle s'est dit « Oh, bah ça c'est amusant, je vais m'acheter une boîte ». Vous voyez, tout est possible. Hein, ce sont vraiment des hypothèses qu'on est obligé de formuler. Parmi les objets, vous vous souvenez, nous avons entendu qu'il était question d'objets orientaux. Alors voilà un objet oriental extrêmement curieux, une sorte de tête de Bugs Bunny, dont le crâne est recouvert d'herbe, il s'agit en fait de roseaux, et sous la tête, 2 petits trous. Alors ça c'est un objet un peu curieux, qui relève de la sphère asiatique. Il s'agit d'un etsuke. Alors qu'est-ce qu'un etsuke? Un etsuke est une toute petite sculpture de forme assez douce, assez arrondie, qui sert aux Japonais à maintenir à la ceinture qui serre leur kimono un cordon au bout duquel pendent des objets familiers. Alors si je vous dis la boîte opium, du parfum opium d'Yves Saint Laurent, tout de suite vous allez comprendre, puisque la boîte opium, c'est une boîte à étages, des compartiments, il y a 2 cordons, et ce cordon est maintenu comme ça à la ceinture par le netsuke. Donc les netsuke a nécessairement 2 trous. Donc ça a été facile pour moi de déterminer, bon, aidé en cela par ma collègue chargée des collections asiatiques, qui a une très bonne connaissance bien sûr de ces types d'objets, de déterminer lesquels parmi la vingtaine d'objets japonais étaient d'abord bien japonais et étaient des netsuke ou des okimonos. Alors des okimonos, ce sont plutôt des bibelots parfaitement décoratifs. Alors vous en avez 2. Deux. Au milieu, c'est un netsuke. Alors, une tête un petit peu plus grande, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les 2 trous, et surtout, la dimension fait qu'on ne peut pas la mettre à la ceinture.
Donc les Japonais ont beaucoup d'animaux fantastiques dans leur bestiaire, le panthéon bouddhique, en particulier des serpents, des crapauds. Donc vous verrez quantité de serpents sur la tête de ces crânes, et parfois qui dévorent des crapauds ou des rats. Et un squelette qui est assis sur un crâne et qui a, semble-t-il, affaire à un crapaud qui essaie de l'attaquer. Vous voyez ici, il est dans un miroir, donc c'était pour permettre de voir toutes les faces. Alors il y a une anecdote très amusante, enfin c'est pas une anecdote, c'est un état de fait. Vous savez, les Japonais sont très sensibles à nos notions de saison, ont des mets qui changent selon les saisons, la mode change selon les saisons, et on porte tel ou tel type de vêtements. Je reparle de la société ancienne du Japon. Et en particulier, il existait, vous voyez en haut une estampe qui montre un personnage masculin qui sort sur une terrasse et il voit un paysage de tête de mort, parce qu'il a fait une sorte de cauchemar, c'est un criminel, et il a l'impression que la tête de ses victimes apparaît dans le paysage. Donc les Japonais aiment frissonner de peur avec le motif de la tête de mort, et la tête précédente, recouverte de roseaux, est en fait une tête qui est la matérialisation d'une légende. C'est une vieille femme qui est abandonnée de tous et son cadavre roule dans la nature et elle est recouverte de roseaux. Donc c'est un motif qui est devenu populaire. Et le motif du crâne, de la tête de mort, était fréquemment représenté, en particulier imprimé sur les kimonos, et privilégié en été. C'est un motif d'été, la tête de mort. Donc, vous voyez, c'est très bien pour la saison, puisque l'été a commencé depuis une semaine. Donc pourquoi est-ce que la tête de mort est un motif d'été au Japon? Tout simplement parce qu'une tête de mort, ça fait frissonner de peur, et comme on frissonne, ça nous rafraîchit. Vous voyez, ça c'est très commode. Donc voilà. Et c'est une infime partie de la collection, les objets japonais, mais c'est tout de même intéressant parce que ça nous montre bien que la baronne de Rothschild est parfaitement dans son temps, puisqu'elle est sensible probablement à une esthétique japonaise qui résulte de cette vogue terrible du japonisme. Une vogue pour ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient du Japon, puisque le Japon a ouvert ses frontières depuis peu, quand elle était jeune fille et puis jeune femme, et le marché européen a été envahi de toutes sortes d'objets japonais. Alors je pense qu'elle n'a pas tant été attirée par le Japon en tant que tel, mais parce que ce sont d'autres représentations de têtes de mort. Il y en aurait eu des mexicaines, elle aurait acheté des mexicaines, bien sûr. Donc tout ça pour vous brosser, ça a été une tentative de brosser le portrait d'une femme dont la collection est véritablement très originale et s'avère extrêmement intéressante. Et surtout, pensez que si, selon moi, elle n'a pas de son vivant agi comme une collectionneuse, peut-être même s'inscrivait-elle un peu en faux par rapport à sa propre famille, dont peut-être avait-elle le sentiment d'être écrasée par les richesses, par les merveilleux objets et ce flair absolument incroyable de tous les membres de la famille Rothschild, avec des collections très variées, mais dont les objets avaient une forme de noblesse que probablement n'avait pas sa collection. Eh bien, désormais, il me semble qu'on peut lui redonner son prénom et sa place pleinement méritée de collectionneuse au sein de la famille Rothschild. Et voilà une petite image pour vous mettre en appétit de la dernière salle du musée. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant, ou nous pouvons poursuivre et vous pouvez me poser des questions lorsque nous visitons ensemble l'exposition. Son mari Barbara, dans Une dame d'autrefois, ne parle pas du tout de quoi que ce soit sur ce sujet. Non, c'est ça qui m'a vraiment intéressée, puisque son mari, effectivement, comme dit monsieur, a consacré une biographie entière à sa femme qu'il a appelée Une dame d'autrefois. Vous voyez, un titre merveilleux, mais qui, selon moi, est peut-être un peu le portrait finalement d'une femme un peu compassée. Il décrit son métier d'infirmière, son cœur, sa charité, ses activités, même il dit qu'elle aimait bien le tricot. Vous voyez, des choses qui sont assez sans enjeu et qui ne montrent pas qu'elle a finalement une personnalité beaucoup plus forte et affirmée que ce qu'il a bien voulu écrire. Donc effectivement, vous voyez, il ne l'a pas écrit. Est-ce que lui-même jugeait peut-être cette collection un peu indigne, un peu
secondaire et pas digne de figurer au rang de ces merveilleuses collections, puisque le baron Henri, je le rappelle, a été un collectionneur d'abord depuis son plus tendre enfance, de sa plus tendre enfance, et surtout quelqu'un qui a eu un goût incroyable pour la bibliophilie en particulier et les ex-libris, à la suite de son père dont il a hérité, mais les collections, il les a considérablement enrichies, jusqu'à les léguer, les donner, je veux dire, à la Bibliothèque nationale, et ces collections comptent encore aujourd'hui parmi les 2 plus belles collections en matière de bibliophilie et d'ex-libris. Donc vous voyez, c'est peut-être aussi volontaire qu'il n'a pas parlé, mais tout ça, une fois de plus, ce sont des hypothèses, je ne sais pas. Ne pensez-vous pas que peut-être le métier de son mari et son rôle inférieur ont peut-être incité la collection des crânes de mort? Oh, si, si. Elle était confrontée justement bien sûr. À la maladie. Pour moi, c'est une des hypothèses les plus crédibles et les plus presque banales, naturellement. Oui, oui, tout à fait. J'imagine qu'il doit être difficile de savoir si on en a offert. Ah oui, c'est-à-dire que, exactement, comme le dit le journaliste du Cousin Ponce, effectivement, si ses amis le savaient, est-ce que peut-être dans ses papiers de famille, mais je ne sais pas si la famille a conservé ce genre de papier, peut-être n'a-t-elle même pas conservé ce genre de papier, y a-t-il la marquise de Ganay m'a offert une tête de mort, ou aussi, c'est ce qui me reste à faire si j'ose dire, c'est étudier éventuellement la correspondance ou les papiers de toutes ses amies du Bonfeu, donc la marquise de Ganay, Madame François Carnot, la princesse Lucien Murat, qui, elles, ont peut-être des carnets intimes, des témoignages disant « Hier, je suis allée dîner chez la baronne Henri de Rothschild qui nous a montré la dernière acquisition. » Peut-être vais-je trouver fortuitement des informations qui me permettront de recouper au fur et à mesure. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment la recherche tout à fait aléatoire, mais ce serait formidable, évidemment. Est-ce qu'on sait quel était le contenant quand c'est arrivé aux arts décoratifs? Oui, il y a une liste. Non, pas du tout. Non, alors ça, pas du tout. Non, exactement. On ne sait rien. Je sais juste qu'elle a été exposée parce qu'il y a des photos qui ne sont pas datées au musée parce que le service photographique n'existe que depuis 20 ans. Et il y existe des photos qui sembleraient dater des environs de 1950. Donc on voit des photos de très près, hein, on voit des étagères avec tous les objets qui sont montrés, mais je ne sais pas précisément où c'était, s'il y avait un contexte. Oui, je ne sais pas tout ça. Elle reste encore très mystérieuse, c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que pour le moment, je n'ai pas vu de collection comparable faite par une femme. Collection d'objets macabres. Et il n'y a pas de lien non plus entre elle, par exemple, et le moindre échange sur ce qu'elle faisait elle, et par exemple, et sur sa famille de naissance, les Westweller. Non, les Westweller, j'ai vraiment eu le plus grand mal. Je sais juste que sa mère est morte quand elle était très jeune et qu'elle a surtout été élevée par sa grand-mère, Madame Sulzbach, qui d'ailleurs est la commanditaire du portrait, qui lui a offert le portrait. Mais non, je ne sais vraiment pas, je n'arrive pas tellement à trouver d'informations. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, nous pouvons aller voir l'exposition. Vous allez vous rendre compte de vous-même, de la diversité de ces objets.